Je me tenais devant la maison de ma mère, serrant dans mes bras la cafetière coûteuse que j'avais achetée pour son anniversaire. La boîte était lourde et je me déplaçais inconfortablement en attendant que quelqu'un réponde à la porte. 2 000 €. C'est ce que j'avais dépensé pour ce cadeau, espérant qu'il comblerait le fossé entre nous après des années de relations difficiles. Maman avait toujours adoré le café. Chaque matin pendant mon enfance, elle préparait une cafetière fraîche en fredonnant doucement. C'était l'un des rares souvenirs chaleureux qu'il me restait d'elle avant que tout ne change. La porte s'ouvrit et Richard, mon beau-père, apparut. Son visage trahit un éclair d'agacement avant qu'il ne force un sourire. « Émilie, dit-il froidement, entre !» Je pénétrai dans ce qui était autrefois ma maison d'enfance, bien qu'elle soit à peine reconnaissable désormais. Les meubles familiers que papa avait choisis avaient disparu depuis longtemps, remplacés par les goûts modernes de Richard. Même les photos de famille qui tapissaient autrefois le couloir avaient été remplacées par des photos de Richard, ma mère et ses 2 filles. Je le suivis dans le couloir, le poids de la cafetière s'alourdissant à chaque pas. Le salon était rempli de gens, quelques amis de maman que je reconnaissais vaguement, et bien sûr, mes demi-sœurs, Mélanie et Julie. Elles étaient toutes 2 à l'université maintenant, bien qu'elles vivent encore à la maison. Émilie, la voix de ma mère traversa la pièce lorsqu'elle m'aperçut. Elle portait une robe d'apparence coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés. « Tu es venue ? Bon anniversaire, maman !» Je réussis à sourire et lui tendis le cadeau. « J'ai pensé que tu aimerais ceci. » Ses yeux s'illuminèrent à la vue de la grande boîte, et pendant un moment, je sentis une étincelle d'espoir. Peut-être que ce serait le tournant dans notre relation. Peut-être que ce cadeau coûteux lui ferait enfin me considérer comme digne de son attention à nouveau. Elle déchira avidement le papier d'emballage, mais dès qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression changea. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne de déception, et elle mit la boîte de côté sans même l'ouvrir. « Une cafetière », dit-elle sèchement. Comme c'est pratique. La pièce sembla devenir silencieuse, et je sentis tous les regards sur moi. Julie chuchota quelque chose à Mélanie, et elles ricanèrent toutes les 2. « C'est le haut de gamme », expliquai-je, me sentant ridicule. « Elle peut faire n'importe quel type de café que tu veux. Des lattes, des cappuccinos, tout. » Je me souvenais combien tu aimais le café, alors. « Merci, Émilie, » dit-elle. Mais sa voix était froide. « Allons manger du gâteau. » Le reste de la soirée fut une torture. Maman me parlait à peine, bien qu'elle riait et bavardait avec tout le monde. J'étais assise dans un coin, picorant mon gâteau, me demandant pourquoi j'avais pensé que les choses seraient différentes cette fois. Tout a commencé il y a 10 ans, quand j'avais 19 ans. C'est à ce moment-là que mon monde s'est effondré. Papa est tombé malade, cancer, et en 6 mois, il n'était plus là. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Papa avait toujours été mon roc, la seule personne qui me comprenait, vraiment. Je m'attendais à ce que maman et moi nous rapprochions à travers notre chagrin partagé. Au lieu de cela, elle a rencontré Richard à peine 1 mois après les funérailles. En 6 mois, ils étaient mariés et Richard et ses filles avaient emménagé dans notre maison. J'étais encore à l'université, regardant ma maison se transformer en un lieu que je ne reconnaissais plus. Chaque fois que j'entrais dans une pièce où maman, Richard et les filles se trouvaient, ils s'arrêtèrent de parler. Ils me regardaient, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Maman a commencé à passer tout son temps avec ses nouvelles filles, les emmenant faire du shopping, les aidant avec leurs devoirs, toutes les choses qu'elle faisait autrefois avec moi. « Elles ont besoin de moi », disait-elle chaque fois que j'essayais de lui parler. Elles s'adaptent à une nouvelle maison, une nouvelle école. « Et moi ?» voulais-je crier. « Je viens de perdre mon père. N'ai-je pas besoin de toi aussi ?» Mais je ne l'ai jamais dit. Au lieu de cela, je me suis retirée de plus en plus en moi-même, jusqu'à ce que finalement, je ne puisse plus le supporter. Mon grand-père, le père de papa, vivait de l'autre côté de la ville. Il m'a offert un endroit où rester, et j'ai sauté sur l'occasion. Vivre avec grand-père fut la meilleure décision que j'ai jamais prise.
Oui, cela signifiait un trajet plus long jusqu'à l'université, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'avais l'impression d'avoir une famille d'à nouveau. Grand-père comprenait ma douleur. Il était en deuil aussi, pas seulement pour son fils, mais pour la façon dont maman avait si rapidement tourné la page. « Ton père serait fier de toi », me disait-il, et ces simples mots signifiaient tout. Je rendais encore visite à maman occasionnellement, mais chaque visite était plus douloureuse que la précédente. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue quand elle m'a tendu une boîte en carton remplie des photos et des effets personnels de papa. « Nous n'avons plus besoin de ces choses, » dit-elle. Richard pense qu'il est temps de passer à autre chose. C'est à ce moment que j'ai su que je l'avais complètement perdu. J'ai ramené la boîte chez grand-père et nous avons passé la soirée à regarder les photos ensemble, partageant des souvenirs de l'homme que nous aimions et qui nous manquait profondément. Après cela, mes visites sont devenues encore plus rares. J'étais heureuse avec grand-père. Il est devenu ma famille, mon soutien, mon tout. Et pendant un moment, cela suffisait. Je fus tirée de mes pensées quand je réalisais que la fête d'anniversaire touchait à sa fin. Les invités partaient, offrant à maman leurs derniers vœux d'anniversaire et des compliments sur sa maison, sa robe, sa vie. Je me levais, pensant que je devrais probablement partir aussi. « Émilie » m'appela maman. « Reste un moment, veux-tu ? Nous devons parler. » J'hésitai, puis acquiesçai. Quelque chose dans son ton noua mon estomac d'anxiété. Je n'avais aucune idée de ce qui allait venir, mais je savais que ce ne serait pas bon. Lorsque le dernier invité fut parti, maman se tourna vers moi avec un regard que je ne connaissais que trop bien. Richard se tenait à côté d'elle, les bras croisés, tandis que Mélanie et Julie s'attardaient à proximité avec des sourires identiques. « Émilie, » dit maman, sa voix tranchante, « tu aurais pu m'offrir quelque chose de plus cher. » Je clignais des yeux, étonnée. « Quoi ? La cafetière coûte 2000 €. » Ils rirent tous comme si j'avais raconté une blague. Maman secoua la tête. « Une cafetière, sérieusement ? Tu as tout cet argent de ton grand-père et c'est ce que tu m'offres ? » « Je pensais que tu aimerais, » dis-je, me sentant stupide. « Tu as toujours adoré le café. »« Je laisse des indices depuis des mois sur un collier en diamant, » répliqua maman. « Mais tu es trop idiote pour les comprendre, apparemment. » Maintenant qu'elle le mentionnait, je me souvenais effectivement qu'elle avait parlé d'un collier quelquefois, mais je n'avais pas réalisé que c'était des indices qui m'étaient destinés. Je ne savais pas. « Laisse tomber, » interrompit Julie. « Mon Dieu, tu es tellement bête. » Mélanie hocha la tête. « On te supporte uniquement parce que maman pensait qu'on pourrait obtenir de l'argent de toi. Mais tu es trop avare pour partager quoi que ce soit de substantiel. » Je regardais maman, attendant qu'elle me défende. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle acquiesça. « D'accord. Tu as toujours été égoïste, Émilie, depuis que tu étais enfant. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Je vous ai donné de l'argent chaque fois que vous me l'avez demandé. »« De la monnaie ?» ricana Richard. « Ton grand-père t'a laissé 400 000 € plus sa maison. Tu pourrais être plus généreuse avec ta famille. Sors d'ici et ne reviens pas avant d'être prête à être une vraie fille. » Je suis partie sans un mot, les larmes, brouillant ma vision tandis que je conduisais vers la maison. Comment avais-je pu être si naïve ? Je pensais que nous reconstruisions notre relation, mais il s'agissait toujours d'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers 2h du matin, j'ai vérifié les réseaux sociaux et j'ai senti mon estomac se nouer. Maman avait posté une photo de la cafetière avec la légende. Un objet inutile de la fille la plus inutile et la plus avare du monde. Ses amis avaient déjà rempli la section des commentaires avec du soutien pour elle et des critiques envers moi. « Tu mérites ? Mieux qu'une fille aussi radine », écrivait l'un. « Quel cadeau stupide », disait un autre. En parcourant les commentaires haineux, ma tristesse s'est transformée en colère. C'était la dernière goutte. Pendant des années, j'avais laissé maman me marcher dessus, désespérée pour n'importe quelle miette d'affection. Plus maintenant. Je me souvins de quelque chose que grand-père avait mentionné 1 an avant sa mort, quelque chose à propos de maman et d'argent. Il était temps de fouiller dans ses vieux dossiers. Le lendemain matin, je suis allée dans le bureau de grand-père,
une pièce que j'avais gardée exactement comme elle était quand il était vivant. Son bureau était toujours couvert de dossiers et de papiers soigneusement organisés. J'ai commencé à chercher dans le classeur où il gardait les documents importants. Après 1 heure de recherche, je l'ai trouvé. Un reçu légal signé par ma mère. Selon ce document, grand-père lui avait prêté 150 000 € pour démarrer sa pâtisserie, avec la condition explicite qu'il pourrait exiger le remboursement à tout moment. En tant que son héritière, ce droit m'appartenait maintenant. Je me suis adossée au vieux fauteuil en cuir de grand-père, réfléchissant à ce qui s'était passé après que maman ait obtenu ce prêt. C'était environ 1 an après que j'avais emménagé chez grand-père. Maman était venue un jour, me reconnaissant à peine avant de demander à lui parler en privé. Ils étaient restés dans son bureau pendant plus d'1 heure. « Que voulait maman ?» avais-je demandé, quand elle était partie sans me dire au revoir. Elle avait besoin d'argent pour démarrer une entreprise, expliqua grand-père, l'air troublé. J'ai accepté de lui prêter 150 000 €, mais seulement si elle signait un document légal promettant de le rembourser sur demande. Tu lui donnes de l'argent après la façon dont elle nous a traités ? Émilie, dit-il doucement, je suis toujours son beau-père, et de cette façon, j'ai un certain levier si jamais nous en avons besoin. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à l'époque, mais maintenant si. Grand-père pensait toujours à l'avenir. Après avoir obtenu l'argent, maman a ouvert une pâtisserie dans un quartier animé de la ville. Ça marchait bien, et bientôt elle étalait son succès sur les réseaux sociaux, publiant des photos de sa nouvelle voiture, des vacances de luxe avec Richard et les filles, toujours avec des légendes sur le fait d'être une femme d'affaires qui s'est faite toute seule. Puis, juste après l'obtention de mon diplôme universitaire, grand-père a eu une crise cardiaque massive. Il était parti avant même que je puisse arriver à l'hôpital pour lui dire au revoir. J'étais dévastée, complètement perdue sans lui. Il avait été mon roc pendant 4 ans, la seule vraie famille qu'il me restait. Selon son testament, tout ce qu'il possédait, la maison et 400 000 € d'économie, me revenait. Je n'étais pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est que maman se présente à la maison le lendemain des funérailles, exigeant sa juste part de l'héritage. J'ai refusé. Nous nous sommes disputés. Elle m'a traitée d'égoïste et d'ingrate. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit sur l'argent de grand-père après la façon dont elle avait effacé papa de sa vie. Elle est partie furieuse et nous n'avons pas parlé pendant 3 ans. Pendant ce temps, je me suis installée dans une vie confortable. J'avais un bon emploi dans le marketing, je vivais dans la maison payée de grand-père et j'avais sagement investi ses économies. Je n'étais pas riche, mais j'étais en sécurité et indépendante. Puis, à Noël dernier, dans un moment de faiblesse saisonnière, j'ai tendu la main à maman avec un simple message de fête. À ma surprise, elle a répondu chaleureusement et m'a invitée à une réunion de Noël. Croyant naïvement à l'esprit de réconciliation, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde et j'y suis allée. Maman semblait vraiment heureuse de me voir. Nous avons échangé des cadeaux, dîné et, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous pourrions peut-être avoir une sorte de relation à nouveau. 1 mois plus tard, elle m'a appelée pour me demander 10 000 €. L'équipement de sa pâtisserie était tombé en panne, a-t-elle expliqué, et tout le travail s'était arrêté. Sans réfléchir, j'ai transféré l'argent sur son compte. « Tu me sauves la vie, Émilie », a-t-elle dit. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ce fut le début. De petites demandes ont suivi, 2 000 € pour les frais de scolarité de Julie, 3 000 € pour des factures d'impôts imprévues, 1 500 € pour des réparations à leur maison. Chaque fois, je donnais sans demander de remboursement, heureuse d'aider et espérant que cela renforcerait notre fragile reconnexion. Quelle idiote j'avais été. Avec le reçu en main, j'ai pris mon téléphone et appelé Maître Pelletier, l'avocat, et ami de grand-père. « Émilie » m'a-t-il salué chaleureusement. « Ça fait trop longtemps. Comment vas-tu ? J'ai besoin de votre conseil. » ai-je dit, expliquant la situation avec maman et le prêt. « Oui, je me souviens avoir rédigé cet accord. En tant qu'héritière de ton grand-père, tu as tout à fait le droit légal d'exiger le remboursement. Voudrais-tu que je m'en occupe pour toi ? » « Oui.
ai-je dit fermement. S'il vous plaît. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis préparé une tasse de café et j'ai souri à l'ironie. Maman avait dénigré mon cadeau, mais j'adorais ma propre cafetière. J'ai rappelé Maître Pelletier pour confirmer les détails de notre plan. Après avoir raccroché, je suis allée acheter une petite boîte cadeau, une qui pourrait contenir un écrin à bijoux, parfait pour un collier en diamant. J'ai fait une copie du reçu du prêt, les plier soigneusement et les placer à l'intérieur de la boîte avec une note manuscrite. Paiement intégral dû dans les 30 jours. Avant de l'envoyer, j'ai envoyé un SMS à maman. Je me sentais mal pour hier. Je t'envoie un autre cadeau, quelque chose que tu apprécieras plus que la cafetière. Sa réponse est arrivée immédiatement. J'espère que c'est le collier en diamant que je t'ai fait comprendre que je voulais. J'ai souri intérieurement. C'est définitivement une surprise que tu n'oublieras pas. J'ai appelé un service de coursier pour une livraison le jour même et j'ai suivi le colis sur mon téléphone. Quand il a été indiqué comme livré, j'ai attendu. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Maman m'appelait sans arrêt. J'ai refusé chaque appel, regardant le compte atteindre 10, 15, 20 appels. Puis les textos ont commencé à arriver. « Émilie, appelle-moi tout de suite. Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas me faire ça. Réponds à ton foutu téléphone. » Je l'ai laissé mijoter pendant 1 heure complète avant de finalement répondre au 31e appel. « Comment oses-tu » a-t-elle hurlé avant même que je puisse dire bonjour. « Tu n'as aucun droit d'exiger cet argent. » « En fait, si, » ai-je répondu calmement. J'ai déjà parlé avec Maître Pelletier. En tant qu'héritière de grand-père, j'ai hérité de tous, ses actifs et obligations, y compris ta dette envers lui. C'était entre moi et ton grand-père, pas légalement. Le reçu stipule clairement que le prêt est remboursable sur demande à lui ou à son héritier. Je suis son héritière. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Sa voix se brisa. La pâtisserie ne va pas si bien. Nous avons des difficultés. Ce n'est pas mon problème. Tu as 30 jours. Émilie, s'il te plaît. Son ton changea complètement, devenant doux et suppliant. Je suis désolée pour le commentaire sur la cafetière. J'étais juste déçue. Tu sais comment je deviens quand je bois trop. J'ai supprimé cette stupide publication sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de la publication, maman, ni de la cafetière. Ai-je fait une pause. Il s'agit de 10 ans où tu as choisi tout le monde sauf moi. Il s'agit de toi effaçant papa de ta vie 6 mois après sa mort. Il s'agit de toi me traitant comme un distributeur automatique tout en me traitant d'avare. Elle resta silencieuse un moment. Que veux-tu, Émilie? Des excuses? D'accord, je suis désolée. Je n'aurais pas dû avancer si vite après la mort de ton père. Je n'aurais pas dû laisser Richard tout changer. Je n'aurais pas dû te repousser. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux les 150 000 €. Tu as 30 jours. Au cours des 2 semaines suivantes, maman a tout essayé. Elle a appelé, envoyé des textos et des emails constamment. Quand j'ai bloqué son numéro, elle a commencé à se présenter chez moi. Je n'ai jamais répondu à la porte. Une fois, je l'ai regardée par la fenêtre, alors qu'elle se tenait sur mon porche pendant presque 1 heure, alternant entre frapper et s'asseoir sur les marches, la tête dans les mains. Richard a appelé mon travail et a essayé de me parler, mais j'ai fait appel à la sécurité pour le faire sortir. Mélanie et Julie m'ont envoyé des textos méchants depuis de nouveaux numéros lorsque j'ai bloqué leur numéro habituel. Elles m'ont traité de sans-cœur, de cruelle, d'une terrible feel. J'ai sauvegardé chaque message comme preuve de harcèlement, juste au cas où. Maman a même envoyé certains de ses amis pour plaider sa cause. L'une d'elles, sa meilleure amie Sophie, m'a coincée dans le parking du supermarché. « Tu détruiras. Ta mère, a-t-elle dit. Elle pourrait tout perdre, la pâtisserie, leur maison. »« Ce n'est pas mon problème, » ai-je répondu en chargeant mes courses dans ma voiture. « Comment peux-tu être si froide ? C'est ta mère. » Je l'ai regardée directement. Où était cette préoccupation quand elle publiait à quel point j'étais une fille inutile et avare ? Où étais-tu quand elle m'a chassée de sa vie après la mort de mon père ?
quand elle a installé mes demi-sœurs dans ma chambre d'enfance, quand elle a jeté toutes les traces de mon père, Sophie n'avait pas de réponse à cela. Elle a juste secoué la tête et est partie. 3 semaines après avoir envoyé la boîte cadeau, Maître Pelletier m'a appelé. « Ta mère m'a contacté », a-t-il dit. Elle a arrangé un prêt pour rembourser le montant total. Nous nous rencontrons demain pour finaliser la transaction. Veux-tu être présente ? J'y ai réfléchi. Oui, je veux être là. Le lendemain, j'ai rencontré maman au bureau, de Maître Pelletier. Elle avait l'air terrible, pâle avec des cernes sombres sous les yeux. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de regret. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage rieur, alors qu'elle se moquait de mon cadeau. La légende cruelle sur sa publication sur les réseaux sociaux. Les années de négligence. Maman m'a à peine regardée alors qu'elle signait les papiers et remettait un chèque de banque de 150 000 €. Maître Pelletier a tout vérifié et m'a fait un signe de tête. « Ceci conclut notre affaire », a-t-il dit formellement. Alors que nous nous levions pour partir, maman m'a finalement parlé directement. « J'espère que tu es heureuse maintenant », a-t-elle dit, sa voix plate. « Tu nous as ruinés, comme tu l'as toujours voulu. Je n'ai jamais voulu te ruiner, maman, ai-je dit tranquillement. Je voulais juste que tu m'aimes comme tu aimais ta nouvelle famille. Tu sais quoi ? Elle a ri amèrement. Pendant des années, je me suis dit que j'étais une bonne mère pour toi, que tu étais le problème. Trop sensible, trop collante, trop comme ton père. Mais en te regardant maintenant, je peux le voir. En toi, cette même fierté obstinée, ce refus de céder. Elle secoua la tête. Tu es une terrible fille, Émilie, mais je suppose que je n'étais pas vraiment une mère non plus. Elle est sortie sans attendre ma réponse. Je suis restée là, me sentant étrangement vide. Ce n'était pas la conclusion que j'avais imaginée. Il n'y avait pas de satisfaction, pas de sentiment de triomphe, juste un sentiment creux là où ma colère avait été. « Ça va ?» demanda Maître Pelletier. J'ai hoché la tête. « Ça ira. » En rentrant chez moi, je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. L'argent n'était pas vraiment le problème. Il s'agissait de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'elle m'avait causée. Étais-je descendue à son niveau ? Peut-être. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir pris le contrôle de ma propre histoire. 1 mois est passé. Je me suis plongée dans le travail, pensant à peine à maman et sa famille. Leurs problèmes n'étaient plus mon souci. Pourtant, la curiosité a pris le dessus, et je me suis retrouvée à vérifier ses réseaux sociaux un soir. Ses comptes autrefois actifs étaient devenus silencieux. La dernière publication datait de 2 semaines, un simple panneau vente forcée devant sa pâtisserie. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Les actions ont des conséquences, et maman était enfin confrontée aux siennes. J'ai fermé le navigateur et me suis versé un verre de vin pour célébrer ma liberté retrouvée. Mon téléphone a sonné. C'était Lise, ma collègue de travail. « Tu ne croiras jamais qui je viens de voir travailler au grand magasin Bertrand », a-t-elle dit sans préambule. « Qui ? Ta demi-sœur la plus jeune. Julie, c'est ça ?» J'ai souri intérieurement. « Julie, tu es sûre ? » Positive. Elle pliait des pulls dans le rayon femmes. Elle avait l'air misérable. J'ai remercié Lise pour l'information et j'ai raccroché. Alors, ils étaient vraiment en difficulté. Bien. Le remboursement du prêt les avait touchés exactement comme ils le méritaient. 1 semaine plus tard, j'avais besoin de faire quelques courses. En tournant dans l'allée des céréales, je l'ai vue. Mélanie, la demi-sœur aînée, stockant des étagères dans un uniforme de supermarché. Elle m'a vue aussi. Nos yeux se sont brièvement croisés avant qu'elle ne disparaisse rapidement dans la réserve. J'ai terminé mes courses, sans me presser. En chargeant mes sacs dans ma voiture, j'ai remarqué quelqu'un qui m'observait de l'autre côté du parking. C'était Mélanie, fumant une cigarette pendant sa pause. Quand elle a vu que je la regardais, elle a jeté la cigarette et s'est dirigée vers moi en tempête. « Contente maintenant ?» a-t-elle demandé, sa voix dure mais tremblante légèrement. « Antaïdia, fait, oui », ai-je répondu calmement. « Je le suis. » « Eh bien, c'est ma vie maintenant, grâce à toi. » Elle a fait un geste vers son uniforme. J'ai dû abandonner l'université. Nous l'avons toutes les deux fait.
Maman et Richard ne peuvent plus se permettre les frais de scolarité, pas après avoir remboursé le prêt de ton grand-père. Soyons honnêtes, ai-je dit en croisant les bras. Pendant des années, toi, Julie et ton père m'avaient traité comme si je n'étais rien. Vous trois avez emménagé dans ma maison d'enfance et effacé toute trace de mon père en quelques mois après, sa mort. Mélanie a bougé inconfortablement. Ce n'était pas notre faute, c'était la décision de maman et papa. Et qu'en est-il de la fête d'anniversaire ? Julie a littéralement dit que vous ne vous étiez réconciliés avec moi que pour obtenir de l'argent. Vous m'avez traité d'avare pour avoir offert un cadeau à 2000 € au lieu de diamants. J'ai ri. Vous me considériez comme votre distributeur automatique personnel, rien de plus. Mélanie est restée silencieuse, incapable de contrer mes arguments. Vous ne m'avez jamais vue comme une famille, ai-je continué. Vous m'avez vue comme une vache à lait. Eh bien, la vache a décidé d'arrêter de donner du lait. Débrouille-toi. Elle m'a fixée, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans mots. Je dois retourner travailler ? A-t-elle finalement marmonné en se détournant. Bonne chance avec ces étagères, lui ai-je lancé. Je suis montée dans ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas de culpabilité, pas de regret, juste la satisfaction d'avoir enfin pris position pour moi-même. 2 jours plus tard, je suis passée devant la pâtisserie. Le panneau à vendre était toujours là, mais maintenant il y avait une étiquette vendue dessus. Par impulsion, je me suis garée et je suis allée au café d'à côté. La barista me connaissait. J'y étais allée quand maman avait ouvert son commerce. Dommage pour la pâtisserie des rêves, n'est-ce pas ? A-t-elle dit en me tendant mon café. Les choses ne marchent pas toujours, ai-je répondu avec neutralité. Entre nous, elle s'est penchée plus près. Je pense qu'elle a vu trop grand, a commencé trop grand, pris trop de dettes. C'est ce qui arrive quand les gens essaient de vivre au-dessus de leurs moyens, tu sais. J'ai hoché la tête et j'ai pris mon café à une table près de la fenêtre. Les paroles de la barista confirmaient ce que j'avais soupçonné. Maman avait toujours été soucieuse de son image, toujours voulant paraître prospère. La voiture de luxe, les vacances somptueuses, les vêtements de créateur, tout en luttant apparemment pour maintenir l'entreprise à flot. Les 10 000 € que je lui avais donnés pour l'équipement en panne étaient-ils même allés à la pâtisserie ? Probablement pas. Le week-end suivant, j'ai décidé de prendre quelques jours de congé. Je méritais une pause, une célébration de ma victoire et de ma nouvelle indépendance. J'ai réservé des vacances de 2 semaines sur la côte, un petit chalet juste au bord de la plage. Alors que je préparais mes bagages, je me sentais exaltée par les possibilités qui s'offraient à moi. Le chalet était parfait, simple, calme, avec rien d'autre que le bruit des vagues pour me tenir compagnie. J'ai passé mes journées à marcher sur la plage, à lire des livres que j'avais reportés et à profiter de ma liberté. Plus de manipulation, plus de culpabilisation, plus d'être utilisée pour mon argent. Le dernier jour à la plage, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Julie. Mélanie m'a dit qu'elle t'avait vu. Je voulais juste te faire savoir que maman boit beaucoup. Elle parle de toi. Pas de bonnes choses. Reste loin d'elle si tu sais ce qui est bon pour toi. J'ai supprimé le message sans répondre. Leur problème n'était plus mon souci. À mon retour, il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres. Papier à lettres formelles. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note de l'écriture de maman. Émilie, je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille, comme j'ai autrefois choisi une nouvelle famille plutôt que toi. Peut-être que nous nous méritons l'une l'autre. Ne nous contacte plus. Nous nous débrouillerons sans ta charité ou ta cruauté. Maman. J'ai lu la note 2 fois, puis l'ai déchirée en minuscules morceaux que j'ai jetés à la poubelle. Plus de manipulation émotionnelle, plus de culpabilité. J'en avais fini avec tout ça. La vie s'est améliorée. Je suis retournée au travail avec une énergie renouvelée. J'ai recommencé à sortir avec des gens. J'ai rejoint un club de lecture et j'ai même commencé à planifier un voyage à l'étranger, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais reporté. J'ai entendu par des connaissances communes que maman et Richard étaient toujours ensemble, mais qu'ils avaient des difficultés. Les filles travaillaient toutes les deux à plein temps, leurs rêves universitaires indéfiniment suspendus. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité. Ils avaient fait leur choix,
tout comme j'avais fait les miens. Ils ont choisi de me traiter comme une étrangère, d'effacer la mémoire de mon père, de m'utiliser pour mon argent. J'ai choisi d'exiger ce qui m'appartenait légalement et de couper les personnes toxiques de ma vie. Je ne sais pas si nous nous parlerons à nouveau. Et honnêtement, je m'en fiche. Certaines personnes ne valent pas la peine d'être gardées dans votre vie, même si elles sont de la famille. Surtout si c'est de la famille qui vous traite comme rien de plus qu'un compte en banque. Fin de l'histoire.